Bonjour madame, monsieur, bienvenue sur Al24 News à la une de l'actualité de ce 13h. Au Burkina Faso, une attaque dans le Soum fait 32 morts. Un deuil national a été décrété par le président burkinabé. Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, l'Algérie plaide pour un renforcement de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique. Frontière entre la Pologne et la Biélorussie, des affrontements ont éclaté entre forces de l'ordre polonaises et migrants demandeurs d'asile de différentes nationalités. Et puis sport, football, 6e journée du groupe A qualificatif au mondial du Qatar. Match crucial pour l'Algérie face au Burkina Faso. Coup d'envoi 17h au stade Mustafa Chaker de Blida. Actualité continentale, au Burkina Faso, les autorités ont décrété 3 jours de deuil national après l'attaque meurtrière perpétrée dans la province du Soum, au nord du pays, faisant état de 32 morts. Plus de détails avec Amin Touta. Un deuil national de 72 heures décrété par le président burkinabé Rochmark Christian Kabouré suite à l'attaque sanglante perpétrée dans la région d'Inata et dont le bilan s'est alourdi depuis dimanche, passant de 20 à 32 morts, dont 28 militaires et 4 civils. Une attaque terroriste qui a ciblé un régiment de la gendarmerie, d'après l'état-major de l'armée. Depuis 2015, le Burkina Faso fait face à des attaques terroristes régulières, faisant plusieurs victimes parmi les civils et militaires et plus d'1 million de déplacés internes selon Ouagadougou. Une menace persistante qui a incité la société civile dans le pays à faire pression sur le gouvernement pour améliorer la situation sécuritaire qui ne cesse de se dégrader depuis 6 ans. Le Conseil souverain de la Révolution et les mouvements ayant signé le pacte de paix à Douba tentent de faire cavalier seul sans les partenariats et la composante sociale. Il se dirige vers la désignation d'un gouvernement civil en excluant Abdallah Hamdok, le Premier ministre légitime, écoutant les explications du membre de l'opposition soudanaise Mustafa Hassan, contacté par Tinhinan Makassi. Le Conseil souverain de la Révolution, avec tous ses membres et représentants, y compris les mouvements qui ont signé pour la paix à Douba, se sont réunis hier soir. Il semble qu'ils s'acheminent vers l'exclusion du partenariat et de la composante sociale. Le Conseil a également souligné clairement qu'il allait désigner un gouvernement civil. Le Premier ministre légitime, Abdallah Hamdok, n'y figure pas. Le peuple refuse les décisions prises jusque-là. Il est déterminé à continuer la résistance pour faire valoir tous ses droits. Une millionième est prévue le 17 novembre. Le maréchal Khalifa Haftar, candidat au présidentiel en Libye, l'homme fort de l'Est de la Libye, a annoncé sa candidature aujourd'hui dans un discours retransmis en direct à la télévision. Il a déclaré, je cite, « Je déclare ma candidature à l'élection présidentielle, non pas parce que je cours après le pouvoir, mais pour conduire notre peuple en cette période cruciale vers la gloire, le progrès et la prospérité. » Fin de citation. L'Éthiopie, dans la tourmente des violences, l'émissaire de l'Union africaine et ancien président nigérian Olusegun Obasanjo tente depuis quelques jours et non sans peine d'amorcer le dialogue entre les rebelles du Tigré et le gouvernement éthiopien. Une mission qui s'annonce difficile devant les réticences des uns et des autres. Leïla Gertal. Une mission difficile que celle de ramener les chefs rebelles du Tigré et les autorités éthiopiennes à s'asseoir autour d'une même table. Mais cette tâche est à la hauteur de l'émissaire de l'Union africaine et ancien président nigérian, Olusegun Obasanjo, rompu à l'exercice politique et au règlement des crises dans le continent africain. Ces efforts déployés sur le terrain sont perçus comme un signe positif, au retour avec force de l'Union africaine sur le terrain, revenant vers le principe que les règlements des conflits africains se prennent en charge par les Africains eux-mêmes, comme cela s'est toujours fait.
Avec le début de la crise en Éthiopie, les efforts internationaux ont quelque peu été plus présents, notamment ceux des États-Unis ou de l'ONU. Mais le déploiement de l'émissaire de l'Union africaine remet les choses dans leur juste contexte. Olusegun Obasanjo, qui a rencontré les leaders du Tigré, et le premier ministre éthiopien, Ahmed Abiy, n'écarte pas la possibilité d'un dialogue entre les deux parties. Il s'est même dit optimiste quant à la possibilité de trouver un terrain d'entente pour une résolution pacifique du conflit. Une résolution qui cependant ne pourrait se faire sans un cessez-le-feu immédiat, dira Olusegun Obasanjo. Et c'est cela qui semble poser le plus grand problème. Comment convaincre les deux parties d'arrêter les violences sur les terrains, d'autant que les combattants du Tigré sont en train de gagner des territoires et de prendre de l'ascendant sur les troupes régulières d'Addis Abeba. Même si cela pourrait s'apparenter à une vieille technique de guerre, celle qui consiste à redoubler de férocité sur le terrain afin d'aller négocier en position de force. Quoi qu'il en soit, la tâche qui attend l'émissaire africain est loin d'être de tout repos. Entre les préalables des autorités éthiopiennes, d'un arrêt immédiat des hostilités, d'un retrait des zones investies et l'entêtement des rebelles du Tigré à poursuivre leur avancée vers Addis Abeba, trouver le juste milieu relève presque du miracle. Alors que des rapports font état de massacres dans la ville de Meïqadra, la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a exprimé vendredi sa vive et croissante inquiétude face à la détérioration rapide de la situation dans la région éthiopienne du Tigré. Elle a déclaré, je cite, « Il y a un risque que cette situation devienne totalement incontrôlable ». Fin de citation. Le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, a pris part lundi à une réunion par visioconférence organisée par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine au sujet de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique. Cette réunion intervient dans un contexte marqué par une menace terroriste croissante sur le continent africain. Plus de précisions avec Sohila Kilal. À l'occasion d'une réunion par visioconférence organisée par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique. Présidé par l'Égypte, le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, a réitéré la position de l'Algérie qui plaide pour le renforcement de la coopération au niveau régional et international pour combattre le terrorisme en Afrique. Lors de son intervention, Ramtan Lamamra a estimé, je cite, que face à cette menace croissante qu'est le terrorisme, nous ne pouvons en effet surestimer l'importance d'une approche globale qui, au-delà de la dimension sécuritaire pour s'attaquer aux facteurs structurels de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Lamamra n'a pas manqué de rappeler que l'Algérie a déjà fait face au fléau du terrorisme et que son expérience en matière de lutte antiterroriste devrait servir de leçon au reste du continent, car chaque réponse militaire doit être associée à un éventail de mesures pour s'attaquer aux causes sous-jacentes et tarir toutes ses sources. Le ministre des Affaires étrangères a par ailleurs mis l'accent sur l'urgence d'élaborer une stratégie continentale de prévention et de lutte contre le financement du terrorisme, car selon lui, au niveau international, la question du terrorisme et de l'extrémisme violent semble être reléguée au second plan, alors que ce fléau frappe de plus en plus notre continent. En Palestine, des heurts ont éclaté à Tamoun, un village entre Naplouse et Toubas, dans le nord de la Cisjordanie occupée, entre Palestiniens et l'armée du colon israélien. Des heurts qui ont fait un mort, un jeune âgé de 26 ans, mortellement touché par une balle réelle. Aucun communiqué à ce sujet pour le moment, mais des témoins sur place rapportent que l'armée sioniste voulait procéder à des arrestations au sein des habitants dans le nord de la Cisjordanie occupée. Le gouvernement de Najib Mikati, formé le 10 septembre, a cessé d'être opérationnel au Liban. Le Conseil des ministres ne se réunit plus depuis le 12 octobre. La rivalité qui oppose l'Iran et l'Arabie saoudite, notamment au Yémen, constitue la toile de fond de récents affrontements entre partisans du Hezbollah et des forces libanaises qui ont entraîné la paralysie du gouvernement Mikati. La situation en Afghanistan est jugée inquiétante. La communauté internationale, les organisations humanitaires engagées sur place tirent la sonnette d'alarme. Rien ne va plus au pays des grands sommets. Tinhinan Makassi.
Après la prise de la capitale Kaboul le 15 août dernier, la situation des Afghans s'est aggravée. Ils doivent aussi faire face aux restrictions internationales, notamment la suspension des aides de la Banque mondiale et du FMI, ainsi que le gel de la Banque centrale afghane par Washington. La situation humanitaire en Afghanistan a atteint vraiment un point très critique. Déjà, le peuple afghan avait souffert énormément à cause de 40 ans de conflit. Qui a laissé presque la moitié de la population en besoin d'assistance humanitaire. Et actuellement, avec la situation actuelle, on voit que les besoins humanitaires sont massifs et augmentent de jour au lendemain. Les organisations humanitaires engagées sur place dressent un portrait noir de la situation. Selon l'ONU, près de 18 millions d'habitants sont exposés à la famine et aux déplacements forcés. Il y a une augmentation dans les produits alimentaires nécessaires, comme par exemple le riz, l'huile et tous les besoins nécessaires pour survivre. Après 40 ans d'interventions étrangères, de guerres de pouvoir des grandes puissances et de conflits fratricides, l'Afghanistan est aujourd'hui un pays qui suffoque. Très important de noter que les organisations humanitaires ne peuvent pas résoudre les problèmes en Afghanistan. On peut essayer de répondre à certains besoins humanitaires, mais c'est impossible de répondre à tous les besoins. Et il faut qu'il y ait une solution politique qui est au-delà de n'importe quelle organisation humanitaire. Toutes les agences onusiennes tirent la sonnette d'alarme. L'Afghanistan est aux portes d'une des plus grandes crises humanitaires des temps modernes. L'affaire des migrants stationnés entre la Pologne et la Biélorussie risque de connaître des tournures tragiques. Tôt ce matin, des affrontements ont éclaté entre forces de l'ordre polonaises et migrants demandeurs d'asile de différentes nationalités. La police polonaise avait utilisé du gaz lacrymogène et des canons à eau pour empêcher les réfugiés de passer la frontière. Un énorme cordon de sécurité a été formé et un renfort dépêché sur les lieux. Les demandeurs d'asile, plus que jamais, décidé de passer de l'autre côté de la frontière. La Pologne a annoncé la construction à partir du mois de décembre d'un mur le long de la frontière avec la Biélorussie. L'entreprise que nous devons mener à bien est un investissement absolument stratégique et prioritaire pour la sécurité de la nation et de ses citoyens, déclaré le ministre polonais de l'Intérieur, Mariusz Kamiński. La question migratoire en Biélorussie au cœur de l'entretien entre le président russe et son homologue français. Ce 15 novembre, Vladimir Poutine comprend le besoin de mettre fin à la crise par respect pour les migrants qu'il estime être instrumentalisés. Il attire l'attention sur le traitement qu'ils subissent. Plus de détails avec Safwan Ben Sabri. Les présidents français et russes se sont entretenus ce 15 novembre sur la situation à la frontière polono-biélorusse sous tension depuis l'afflux massif de migrants au cours de ces derniers mois. La situation à la frontière polono-biélorusse a été ce 15 novembre au cœur d'un entretien d'1h45 entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Depuis plusieurs mois, des milliers de migrants convergent à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie dans l'espoir de rejoindre l'Union européenne. Même s'il n'y avait pas de convergence d'analyse sur l'origine de la crise actuelle, le président russe a dit à son homologue qu'il comprend la nécessité d'y mettre fin. Il déclare, je cite, « par respect humain pour des migrants instrumentalisés », a rapporté la présidence française. De son côté, le Kremlin souligne dans un communiqué que le président russe a notamment attiré l'attention sur le traitement extrêmement sévère de la part des gardes-frontières polonais avec les réfugiés. Après avoir informé le président français de ses contacts avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko, Vladimir Poutine a réaffirmé qu'il était utile de discuter de ces problèmes directement entre les dirigeants de l'Union européenne et de la Biélorussie. En attendant des améliorations concernant cette crise migratoire qui s'internationalise de plus en plus au fil des jours. Couvre-feu aux Pays-Bas, confinement des non-vaccinés en Autriche. L'Europe, frappée de plein fouet par cette nouvelle vague de contamination, essaye tant bien que mal de limiter la propagation du virus en imposant de nouvelles mesures contraignantes à leur population. Neila Hamouda. La pandémie de Covid-19 gagne du terrain. La situation continue de se dégrader dans certains pays européens. Pour faire face à cette recrudescence, des mesures de restriction sont à nouveau établies.
L'Autriche a décidé de reconfiner uniquement les personnes qui n'ont reçu aucune dose de vaccin contre le Covid-19. Des certificats de vaccination sont désormais obligatoires pour pouvoir accéder aux restaurants et aux lieux culturels. Une amende peut atteindre 1 450 € pour les récalcitrants. En Allemagne, les mesures de restriction se multiplient pour endiguer la flambée épidémique. Berlin a ainsi fermé l'accès des salles de sport et restaurants pour les personnes non vaccinées. Un retour massif au télétravail serait envisagé dans le pays, une mesure qui avait été abandonnée début juillet. Le Royaume-Uni, qui enregistre comme l'Allemagne plus de 30 000 nouvelles contaminations quotidiennes, recommande désormais la dose de rappel aux personnes âgées de 40 à 49 ans, ainsi qu'une deuxième dose de vaccin aux personnes âgées de 16 à 17 ans. Avec plus de 16 000 contaminations quotidiennes enregistrées au cours des 2 derniers jours, les Pays-Bas sont confrontés à une situation sanitaire inquiétante. Ils restaurent un confinement partiel, ils referment les bars et les supermarchés à partir de 20h. Et enfin, en France, le port du masque est à nouveau obligatoire dans toutes les écoles pour les enfants de l'âge de 6 ans. L'épidémie progresse dans le pays avec des chiffres moins élevés qu'au Royaume-Uni et en Allemagne. Chaque jour, les autorités recensent environ 10 000 nouvelles contaminations et une trentaine de décès dus essentiellement au Covid-19. Le sommet virtuel entre Joe Biden et Xi Jinping s'est déroulé aujourd'hui après une longue conversation qualifiée de respectueuse et franche. Le président américain et son homologue chinois ont rappelé la nécessité d'établir des garde-fous pour éviter que leurs nombreux différends ne dégénèrent en conflit, comme ils ont plaidé pour une meilleure communication. Les détails avec Amal Amzia. Good to see you, Mr. President. 3 heures de sommet virtuel qui n'a donné aucun compromis. Le mano à mano Joe Biden-Xi Jinping risque de s'étaler dans le temps, source de tension entre les deux puissances. L'île de Taïwan, un sujet longuement évoqué, tout comme le sujet des droits de l'homme et du commerce. Aucun communiqué commun pour l'heure n'a été diffusé. Cependant, le président américain et son homologue chinois se sont engagés à améliorer la coopération, mais n'ont proposé aucune avancée majeure après plus de 3 heures de discussion tard dans la nuit de lundi à mardi. Joe Biden a souligné la nécessité de garder les lignes de communication ouvertes alors que le pays de l'oncle Sam et la Chine font face à de nombreux désaccords. Xi Jinping a montré une réelle volonté de se réconcilier avec son homologue américain en le qualifiant de son vieil ami, affirmant être prêt à travailler côte à côte dans une optique de responsabilité envers les deux pays et le reste du monde. Pour ce qui est du sujet phare de cet entretien qui est Taïwan, Joe Biden a souligné que les États-Unis restent attachés à la politique d'une seule Chine, mais que son pays s'oppose fermement aux efforts unilatéraux pour changer le statu quo ou saper la paix et la stabilité dans le détroit. Hormis Taïwan, Joe Biden a exprimé ses préoccupations à propos des pratiques de la Chine au Tibet et à Hong Kong et des droits de l'homme en général. Le président américain n'a pas omis de critiquer les pratiques commerciales et économiques jugées déloyales de la Chine. Économie, le groupe pharmaceutique algérien Saïdal et l'unité indonésienne de Changkondang ont signé un protocole d'accord de partenariat dans le domaine de la fabrication de produits anticancéreux pour une valeur estimée à 32 millions de dollars jusqu'en 2026. Les précisions de Mohamed Wali Ben Chaban. Selon un rapport de Korea Biomedical Review spécialisé dans la technologie de l'industrie pharmaceutique, indique que l'unité indonésienne Changkondang, filiale de CKD Auto Pharma, a signé un protocole d'accord de partenariat avec le groupe pharmaceutique algérien Saïdal pour l'exportation de produits anticancéreux pour une valeur de 32 millions de dollars jusqu'à 2026. Dès que Saïdal achève toutes les procédures et obtiendra la licence de ces produits, le groupe algérien produira dans une seconde étape le vaccin en Algérie. Dans son commentaire sur cet accord algéro-indonésien, le PDG de la CKD Auto des industries pharmaceutiques Baek In-yoon dira que son groupe est la première usine certifiée en Indonésie spécialisée dans la production de ces produits halal, indiquant qu'à partir de l'Algérie, la société envisage de s'étendre et élargir ses investissements dans le reste des marchés et autres pays musulmans, dont la population est aujourd'hui de plus de 2 milliards d'habitants.
Cet accord de partenariat contribuera à la relance du groupe Saïdal et encouragera la production locale et la réduction de la facture d'importation. Il aura aussi des retombées économiques puisqu'il permettra à Saïdal d'augmenter sensiblement son chiffre d'affaires. Sport football, Algérie, Burkina Faso, en match de la 6e journée du groupe A qualificatif au mondial du Qatar aura lieu, comme vous le savez, en début de soirée à partir de 17h à Blida. Un match de la dernière chance pour les deux sélections. Le vainqueur aura tout à gagner. Le vaincu fera ses adieux à la plus prestigieuse des compétitions footballistiques mondiales. Mohamed Amin Abdelkan. Quelques heures seulement nous séparent du très attendu match entre l'Algérie et le Burkina Faso. Les deux nations connaîtront leur sort à l'issue de cette petite finale. Un match aussi important que la défaite est interdite pour les hommes de Djamel Belmadi. Même si la pression a changé de camp, le sélectionneur national prône le même discours. En technicien chevronné, tous les matchs se valent et se ressemblent. Cette équipe du Burkina Faso, c'est une équipe qui joue à 4 derrière, qui a toujours l'idée de ressortir le ballon de derrière, de construire. Donc déjà, c'est deux styles complètement différents. Donc, et comme vous l'avez dit, on appréhende, et puis on joue contre ce genre d'équipe avec des directives tactiques qui sont différentes. Parce que la philosophie n'est pas la même, parce que l'organisation tactique n'est pas la même. Ça doit être pris en considération sur comment entamer ce match-là. Malgré le match nul surprise concédé face au Niger, le Burkina Faso reste une équipe solide. Face à la sélection algérienne, la donne changera certainement. Les étalons tenteront de créer la surprise. Chaque match a sa vérité. Donc ce qu'ils ont pu produire contre le Niger, à la limite, nous importe dans le sens où on étudie à chaque fois. Mais le match qu'ils joueront contre nous est un match qui sera d'une toute autre, je sais pas, j'ai envie de dire importance. Ils savent que voilà, il faut gagner ce match-là. La sélection algérienne est bien partie pour se qualifier au match barrage prévu le mois de mars prochain. Reste à présent à battre le Burkina Faso et attendre un tirage au sort clément pour l'ultime face-à-face de qualification au Mondial Qatar 2022. Direction un autre pays du football, le Brésil, mais pas pour parler sport, mais plutôt culture. Et cet incendie, rappelez-vous, le 2 septembre 2018, il ravageait le musée national de Rio de Janeiro, traumatisant un pays qui voyait disparaître une partie de son histoire. 3 ans après, ce joyau culturel fait au mieux pour se relancer malgré les difficultés de sa restauration. Objectif, ouvrir à nouveau en 2022. Amela Beach. Le très célèbre écrivain sud-africain Wilbur Smith, auteur de nombreux romans d'aventure traduits dans le monde entier, est décédé samedi au Cap à l'âge de 88 ans. Annonce faite hier par son éditeur, l'auteur de best-sellers mondiaux Wilbur Smith est mort de façon inattendue dans sa maison au Cap. Il était l'auteur de 49 romans traduits dans une trentaine de langues et qui se sont vendus au total à 140 millions d'exemplaires selon son éditeur. Voilà, c'est avec cette information que nous arrivons à terme de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Al 24 News.